Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Marilyn Hérault. 9h05 sur Sud Radio, c'est l'heure de démarrer les grands débats du matin. Alors en pleine pandémie, en pleine campagne présidentielle, en pleine crise démocratique et méfiance des Français envers les institutions, pouvoir contre pouvoir, y a-t-il encore des contre-pouvoirs en France? Nos invités du jour pour en débattre, Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire, Michel Boulot, magistrat administratif honoraire, et Pierre Gentillet, docteur en sciences économiques. Bonjour messieurs. Et surtout avocat pour Pierre Gentillet, je le préviens, il a un tout petit peu de retard, il y a un problème de transport en commun. Alors justement, messieurs, le vote de la loi validant le pass vaccinal aura probablement lieu au début du mois de janvier. Une loi qui suit la loi validant la création du pass sanitaire votée en juillet et la loi prolongeant celui-ci votée en novembre. Deux lois validées par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, malgré les réserves exprimées lors de la validation de la première loi. Et depuis la validation des deux premières lois, nombre d'opposants s'opposant à ces lois ont fait savoir leur déception quant à la validation de celle-ci. Des lois qui sont accompagnées par l'état d'urgence sanitaire et les conseils de défense, couverts par le secret défense pour 30 ans, et face auxquels le Parlement fait figure de chambre d'enregistrement. Dans le même temps, la CEDH reste muette et la plupart des médias valident la politique gouvernementale sans discussion. Enfin, une pétition lancée avant-hier sur Internet, réclamant le retrait du projet de loi sur le pass vaccinal, rassemble près de 1 million de signatures depuis son lancement, ce qui est énorme. D'où notre grand débat. Y a-t-il encore un contre-pouvoir en France? Et ça n'a pas bougé, vous êtes toujours 94% à dire non. On va commencer avec vous, Jean Garrigue, quand vous êtes à distance. Le principe de la démocratie, c'est la présence de pouvoir et de contre-pouvoir. Est-ce encore le cas en France? Bon, c'est une question très complexe et beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît. On peut comprendre qu'un certain nombre de nos concitoyens puissent avoir l'impression, encore faudrait-il mesurer ce que ça représente réellement par rapport, non pas à vos auditeurs, mais par rapport à la population française. On peut donc comprendre que ce qui s'est passé dans la gestion de la pandémie depuis 2 ans incite à se demander si véritablement les contre-pouvoirs sont suffisamment forts, actifs par rapport au pouvoir exécutif en France. Il faut rappeler d'abord que nous sommes dans une situation exceptionnelle et que je suis de ceux qui ne pensent pas qu'elle soit appelée à durer, car à chaque fois que la démocratie française s'est retrouvée dans des situations d'exception comme la nôtre, lorsqu'elle en est sortie, elle est revenue aux principes fondamentaux de liberté, d'égalité, de fraternité, de démocratie parlementaire qui sont les nôtres. Donc, je pense que pour vos auditeurs, il doit être clair, en tout cas c'est mon opinion d'historien, que nous sommes dans une situation exceptionnelle et qui n'est pas durable. Mais il n'en reste pas moins que le système même, le système institutionnel de la Ve République n'est pas un système équilibré. Il ne faut pas se faire il faut pas rêver là-dessus. Le général de Gaulle a voulu un système qui soit un système semi-présidentiel, disent les juristes. Une monarchie présidentielle, disent certains. Ultra présidentielle, et que nous avons aujourd'hui les effets de cette ultra-présidentialisation. Alors après, on peut discuter, mais c'est fondamentalement, nous sommes dans des institutions qui ne sont pas conçues pour qu'il y ait un véritable équilibre des pouvoirs. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Michel Boulot. Je suis d'accord sur l'essentiel, je mettrai quand même un petit bémol. La Ve République que nous vivons est une Ve République pervertie par rapport à ses principes initiaux. Et qui a été pervertie il n'y a pas si longtemps par l'institution du quinquennat, qui a bouleversé les institutions, accompagné ensuite de l'inversion du calendrier électoral. Ce qui explique largement que nous ayons aujourd'hui un Parlement qui n'est plus guère qu'une chambre d'enregistrement. Là, personne ne doute un seul instant qu'à peine amendé pour les apparences, le projet de loi passera tel qu'il a été présenté. Ça, c'est une première chose. Ça se rencontre en plus, alors là, avec une conjoncture politique très particulière, celle d'un président élu un peu par surprise, rassemblant une coalition très hétérogène, faisant élire dans la foulée, effet de l'inversion du calendrier, un groupe parlementaire lui-même très hétérogène, qui s'est un peu érodé mais qui n'a pas disparu, qui est toujours assez solide et qui vote comme un seul homme ce que le gouvernement lui demande de voter. Ce que le gouvernement
plutôt d'ailleurs ce que le président lui demande de voter, parce que dernière évolution problématique de nos institutions, la place du Premier ministre a toujours été un peu difficile à définir. Aujourd'hui, on se demande ce qu'elle est. Il n'est même plus le chef d'état-major que l'on concevait initialement. Donc ça, c'est une première chose. Il y a un problème d'équilibre des pouvoirs politiques. Après, il y aurait une autre question qui est celle de savoir ce que le droit et les juges peuvent venir faire dans cette affaire. La parole est à la défense. Pierre Gentillet, avocat. Merci. Je vais prolonger l'argument que vous avez avancé, c'est-à-dire que... L'argument de Michel Boulot. Oui, c'est-à-dire la Ve République, plus elle a avancé, plus les réformes constitutionnelles sont allées, plus le pouvoir présidentiel s'est renforcé. La dernière en date, en fait, c'est la mise en place du quinquennat, puisqu'avec la mise en place du quinquennat, il n'y a plus de possibilité, ou alors, si on modifie encore les règles, de cohabitation. Et la cohabitation, c'est le retour à la prééminence du Parlement. Souvenez-vous, c'est ce qu'on a connu en 86, 88 avec Chirac et Mitterrand, et qu'on a connu aussi en 93, 95 et 97, 2002. On a décidé d'en mettre un terme, parce que c'est vrai que c'était instable, c'était intenable. Et en fait, la Ve République cherche en permanence, aussi en écho à la 4e, qui a été catastrophique sur le plan de la stabilité. On a eu, je sais plus, 20, 25 le plus court a duré 2 jours. Et effectivement, le plus court a duré, alors 2 jours, je sais pas, mais effectivement quelques jours. Le plus court, c'est 2 jours. En fait, ce qu'il faut comprendre, avant de parler des contre-pouvoirs, c'est pourquoi est-ce que la Ve République est pensée comme ça. Moi, je suis attaché à des institutions fortes, à ce que la Ve République soit pensée effectivement comme un compromis entre la monarchie et la République, c'est-à-dire qu'on va élire un monarque et on va évidemment lui donner les pouvoirs. Mais là où cette crise montre qu'il faut quand même avoir un peu de réserve sur donner trop de pouvoir à l'exécutif, c'est que on se rend compte que, souvenez-vous, Montesquieu, il nous dit il y a le pouvoir exécutif de l'esprit des lois, c'est très connu, il dit il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Montesquieu disait tout pouvoir a tendance à en abuser, c'est pourquoi il faut institutionnellement lui mettre en face des contre-pouvoirs. Et le pouvoir, je vous le cite in extenso. Exactement, et le pouvoir judiciaire. Et il se trouve qu'en fait aujourd'hui, sur ces 3 pouvoirs, en réalité, les 2 n'en forment plus qu'un. Il y en a 2 qui ne forment plus qu'un seul pouvoir. C'est le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, puisque le Parlement et l'Assemblée, quand je dis le Parlement, je sais qu'il y a le Sénat, mais l'Assemblée nationale a toujours le dernier mot sur le Sénat. En réalité, maintenant, il n'y a plus qu'un pouvoir regroupé entre l'exécutif et le législatif. Et pour moi, ce qui n'est pas vraiment un pouvoir, mais plutôt un garde-fou, qui est, en principe, ce sont les juges, et parmi les juges, il y a le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, le Conseil d'État. Et ça, pour le coup, cette crise a démontré, alors là, j'espère qu'on va en parler, et notamment on va parler de ce dernier avis du Conseil d'État, a démontré que les juges, d'après moi, n'ont pas été, en particulier du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, à la hauteur de ce que notre état de droit attendait. L'état de droit, vous savez, là, l'état de droit existe encore. Je sais bien qu'on est dans un état d'exception qui dure depuis 2 ans quand même, et on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Mais l'état de droit, on n'a pas à mettre l'état de droit entre parenthèses. Vous voyez ? L'état de droit, il est pas entre parenthèses, du moins on l'espère, et le débat va prendre une toute petite parenthèse pour une raison de pause publicitaire, ma chère Marilyn, mais ça vote beaucoup sur Twitter. Tout à fait, continuez de voter sur Twitter, Facebook et 0826 300 300 si vous voulez réagir. La question est ce matin, y a-t-il encore des contre-pouvoirs en France ? Sud Radio, il est 9h13, on se retrouve dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h10, Philippe David, Marilyn Hérault. 9h16 sur Sud Radio, restez avec nous à suivre jusqu'à 10h. Il y a un cadeau à gagner d'ailleurs, Philippe. Et un beau cadeau. Un déjeuner pour 2 personnes dans un endroit absolument merveilleux. C'est sur. Vous pouvez aller déjà jeter un coup d'œil, c'est la laiterie.fr, c'est dans le Nord. On en parlera avant 10h. Mais tout de suite, on continue les grands débats du matin. Et toujours vos appels au 0826 300 300 pour débattre avec nous, réagir sur le sujet du jour. Y a-t-il encore un contre-pouvoir en France ? Et on a justement un auditeur qui nous a appelé, c'est Jean-Paul de Draguignan qui voudrait réagir. Bonjour Jean-Paul, bienvenue. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Débat très intéressant ce matin. Merci. Peut-être encore plus que d'habitude. Voilà, moi j'ai une vision de l'homme de la rue, on va dire, et je remercie vos intervenants précédents parce que ça éclaire quand même bien les choses, leur intervention. Je voudrais dire que pour moi, il n'y a plus de contre-pouvoir. Et ça ne vient pas de maintenant. C'est venu depuis quelques années. Je pense que tout cela s'est délité à partir du moment où Sarkozy s'est assis sur le vote des Français. Et petit à petit, cela a dégénéré.
D'autre part, actuellement, et cela depuis quelques années, on sent bien que la population en a ras-le-bol de tous ces hommes politiques qui ne sont pas des hommes et des femmes d'État. Je précise, des hommes et des femmes d'État. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de se préserver les uns les autres parce qu'ils ont peur du vote des Français, ils ont peur de l'intervention des Français. Et c'est en ça que j'en reviendrai au quinquennat par rapport au septennat. Ça a été une grosse erreur. Parce que quand il y avait le septennat, ça pouvait permettre de garder un président en place si vous vous intéressez en tant que président et de faire changer une politique, ou du moins d'équilibrer une politique, pas comme à l'heure actuelle, où une majorité de Français est méprisée. Et je parle là des gens de droite, de gauche, par un État qui devient totalitaire, un Parlement qui ne sert à rien, comment dirais-je, et même des personnages au Conseil constitutionnel et ainsi de suite qui ne servent plus à rien, qui ne font que suivre comme des moutons. Et tout cela, les Français, les hommes de la rue, les femmes de la rue que nous sommes, on commence à en avoir ras le bol. Et je peux vous garantir qu'aux futures élections, il va certainement se passer des choses parce que tout cela suffit. Alors voilà, Jean-Paul, merci des compliments sur le débat. Sud Radio, parlons vrai. On peut dire que c'est un slogan qui vous colle à la peau. Jean Garrigue, merci beaucoup Jean-Paul, vous avez entendu Jean-Paul qui dit des choses quand même intéressantes. Il dit le vote des Français, on s'est assis dessus. Quelque part, on disait au début de la Ve République qu'il y avait les godillots du gaullisme. Je me rappelle, j'avais Aurélien Taché ici au mois de juillet dernier qui a quitté LREM. J'ai dit, est-ce qu'il y a des godillots du macronisme? Il m'a dit, c'est votre responsabilité. J'ai dit, non, mais c'est ce que vous sous-entendez. Est-ce que quelque part, le fait qu'il y ait un Parlement croupion, ce n'est pas inhérent, on va dire, consanguinement avec la Ve République? Alors, c'est évidemment, je le répète, le général de Gaulle avait conçu un système institutionnel qui soit en faveur du pouvoir exécutif pour contrebalancer, ça a été dit tout à l'heure, ce qui s'était passé sous la 4e République, et d'ailleurs que les historiens de plus en plus ont tendance à réhabiliter, car s'il y avait effectivement un turnover gouvernemental extrêmement fort, les hommes, les ministres restaient très souvent, très longtemps en fonction, ce qui permettait d'avoir des politiques de long terme qui, je le rappelle, ont quand même construit le socle de notre croissance, de ce qu'on appelait les 30 glorieuses. Mais passons là-dessus. Je souscris alors totalement à ce qui a été dit sur la perversion du système de la Ve République. Moi, ça fait très longtemps que je milite pour le retour au septennat et en tout cas le découplage des deux élections, l'élection présidentielle et l'élection parlementaire, puisque ça conduit à avoir une majorité de godillots, comme vous l'avez dit. Je rappelle d'ailleurs que la perversion, elle a commencé avant même la révision de 2000, puisque en 1981, par exemple, lorsqu'il est élu, François Mitterrand dissout aussitôt l'Assemblée nationale qui était en fonction pour avoir une majorité, ce qu'on appelle la vague rose, qui soit totalement à sa botte en réalité. Bon. Donc ce système-là, cette tentation-là, elle est fréquente, elle a été toujours là sous la Ve République. Le général de Gaulle avait, en 1962, profité du référendum sur la révision constitutionnelle pour avoir aussi une majorité à sa botte. Alors, je voudrais quand même juste pondérer un tout petit peu ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Je rappelle quand même que nous avons aujourd'hui une deuxième chambre, le Sénat, dont la majorité est hostile au gouvernement. Et par ailleurs, je pense qu'il est peut-être, enfin, il y a une éventualité en tout cas en 2022 pour que l'Assemblée nationale qui soit élue en 2022 ne soit pas forcément de la même couleur que le président de la République, ce qui à mon sens serait une bonne chose pour la vitalité de notre démocratie. C'est la nouvelle du jour. Jean Garrigue souhaite le retour à la cohabitation. Michel Boulot. Oui, très court. Si je peux juste terminer, parce que c'est une chose un petit peu complexe quand même, qui mérite un tout... Il se trouve que je travaille en ce moment sur l'histoire des rapports entre les présidents de la République et les premiers ministres. Vous savez, le bilan des périodes de cohabitation n'est pas forcément plus négatif que certaines périodes où le Premier ministre était totalement aux ordres du président de la République. Donc il faut réfléchir attentivement à ce rapport de force, en tout cas revenir à l'esprit de ce que c'était en 1958,
où le Premier ministre était celui qui gouvernait véritablement la plupart des sujets, en tout cas de politique intérieure. Michel Boulot, qu'est-ce que vous voulez répondre à Jean-Paul de Draguignan qui dit les citoyens sont désabusés, on s'est assis sur leur vote avec le traité de Lisbonne, aujourd'hui il n'y a plus de contre-pouvoir, le Parlement est godillot, etc. Je partage son opinion sur de nombreux points. Au moins sur les deux premiers. Les gens se sentent dépossédés. Le principal des contre-pouvoirs devrait être le peuple souverain lorsqu'il vient s'exprimer par la voie des urnes. Or, il s'est rendu compte que cette expression par la voie des urnes ne débouchait pas dans la période récente sur grand-chose au bout du compte. D'où l'abstention et les votes blancs. D'où l'abstention, qui est le principal danger pour la démocratie. Moi, je vais peut-être être un peu paradoxal et sans vouloir faire glisser le débat sur un autre terrain. Ce qui m'inquiète un peu dans les réactions de vos auditeurs, d'une manière générale, c'est cette revendication d'un pouvoir du juge. Il faudrait que le juge soit plus présent et intervienne comme contre-pouvoir. D'abord, le droit lui-même n'est pas un contre-pouvoir. Le droit, c'est un certain nombre de normes, de principes qu'il faut respecter. Les juges peuvent-ils être un contre-pouvoir ? Pour revenir un instant à Montesquieu, ce n'est pas sa conception. Lui considérait qu'il ne fallait pas institutionnaliser le pouvoir des juges. Les juges ne tirent leur autorité et leur légitimité, car c'est toujours à cela qu'il faut revenir, à un problème de légitimité. Ils ne tirent leur légitimité que de la loi qu'ils appliquent et de la bonne application qu'ils font de cette loi. C'est pour ça que cette revendication d'un pouvoir des juges, parce qu'il y a un peu de ça, me paraît un danger, pour tout dire, pour la démocratie. Et pour revenir un instant sur les débuts de la Ve République, ça fonctionnait quand même très différemment. Georges Pompidou avait quand même une autre épaisseur que ce malheureux Castex que l'on sort pour faire des annonces de temps en temps, mais dont on n'a pas l'impression qu'il ait beaucoup de prise sur les choses. Donc là, il y a une perversion aussi. Pierre Gentillet. Si je peux prolonger la discussion sur ce point et sur les juges, alors, effectivement, moi je suis d'accord. Le pouvoir judiciaire en tant que tel n'est pas vraiment et ne doit pas être conçu comme un pouvoir, bien sûr. Moi, je préfère parler, d'ailleurs, c'est pas moi qui en parle, de garde-fou. En réalité, de garde-fou du respect de l'état de droit. Souvenons-nous de ce que signifie l'état de droit depuis le 19e siècle. En France, ça signifie que les lois sont au-dessus des hommes. Et ça, c'est ce qui, enfin, je veux dire, c'est fondamental pour comprendre un peu comment est-ce que fonctionne notre système juridique. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, et ce que je comprends à travers le témoignage de cet auditeur, c'est qu'il y a une méfiance des institutions, il y a une méfiance des différents pouvoirs, et il y a une critique qui me paraît tout à fait légitime, avec une méfiance, je l'ai dit, des juges, et en particulier des hauts juges, et notamment du Conseil constitutionnel, parce que justement, ils sont entre le contre-pouvoir, entre le pouvoir et le garde-fou. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du Conseil constitutionnel, qui va être amené à se prononcer dans les jours qui viennent sur le pass vaccinal, pardon ? Il y aura recours automatiquement. Non, mais c'est pas un recours. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel se prononce, il est saisi par les parlementaires, par le Premier ministre. Il va être saisi et il va être amené à se prononcer sur ce projet de loi qui institue le pass, pass sanitaire, le pass vaccinal. La vraie difficulté, si vous voulez, c'est que, pour parler un instant de ce sujet, le Conseil constitutionnel, comme d'ailleurs le Conseil d'État, pour apprécier l'atteinte à une liberté, doit vérifier si cette atteinte est proportionnée au regard de l'objectif à atteindre. Ici, l'objectif de protection de la santé. Et en fait, ce qu'on remarque, moi en tout cas ce que je vois depuis 2 ans, à l'exception peut-être du premier confinement, parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre, c'est pour ça que je suis prudent, mais c'est que la proportionnalité a été, mais véritablement... dévoyé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir exécutif, regardez, aujourd'hui, le port du masque en extérieur, enfin, demain, le port du masque en extérieur sera obligatoire dans tout Paris. Sachant que, toutes les études ont démontré, mais toutes, c'est unanime, que la contamination à l'air libre est quasi nulle. Et deuxièmement, je veux dire, vous allez vous promener dans la rue. Alors, je parle pas des rues, il y a plein de monde, mais de petites rues, dans le 5e arrondissement, dans le 15e, où il y a personne, ou à des heures, il y a personne. Vous allez être obligé de porter votre masque parce que sinon vous avez une amende de 135 €. Et si vous voulez, là on voit que c'est flagrant, c'est-à-dire que là il y a une disproportion. Je pourrais passer toute l'émission à vous parler des soucis que ça a posé vis-à-vis du Conseil d'État, vis-à-vis du Conseil constitutionnel. Je pense que les juges ont abandonné leur responsabilité. Ils ont abandonné l'idée de juger en fonction de la proportionnalité. Ils ont abandonné le pouvoir aux scientifiques et aussi indirectement au pouvoir exécutif. Alors le débat fait énormément réagir au 0826 300 300. On était à Draguignan, là on va un peu plus au nord. À Paris, on a Daniel de Paris qui veut témoigner. Bonjour Daniel, bienvenue. Bonjour Daniel. Bonjour. On vous écoute.
On vous écoute. Je vous remercie beaucoup. Voilà, je voulais simplement intervenir sur le commentaire de M. Garrigue que j'ai savouré, qui était vraiment un délice de réflexion, de pertinence et de profondeur de réflexion. Il vous écoute, ça doit le satisfaire. Oui, je vais vous dire, voilà, moi je suis chirurgien à Paris et je vais vous dire la chose suivante. Certes, d'ailleurs le débat le montre, vous êtes en train progressivement, tous les intervenants, de parler essentiellement de constitutionnalité, des pouvoirs, et si on met en écho la situation sanitaire, effectivement, quand on met les deux éléments et la situation sanitaire d'exception, qui était absolument incontrôlable au départ, qui est devenu difficilement contrôlable ensuite et qui a imposé de prendre des mesures certes contraignantes, mais qui était une situation d'exception. Et en regard de cela, les commentaires que vous faites sur la constitutionnalité, la répartition des pouvoirs, il apparaît clairement que si on pose la question sur les pouvoirs dans une période d'exception, systématiquement, et c'est le cas, 99% des gens vont répondre il n'y a pas de contre-pouvoir. Mais dans une période d'exception, comme M. Garrigue l'a bien noté, et on rebondira ensuite sur une démocratie qui a sa place, et sans nul doute que les systèmes de protection démocratique se remettront en place naturellement. Dans cette situation, on ne peut pas parler de contre-pouvoir ou de pouvoir qui n'existe plus. On est dans une situation où il faut prendre des décisions. Alors quand le gouvernement prend des décisions, on le critique parce qu'on trouve que c'est liberticide. Et quand il n'en prend pas, on considère à ce moment-là qu'il sacrifie sur l'autel des intérêts financiers, n'importe quoi, et qu'il laisse glisser la situation et qu'on va arriver ensuite à se plaindre des décès à répétition. Donc, bien sûr, il faut prendre des décisions. Elles sont très désagréables, mais le pass sanitaire, si on avait affaire à 65 millions d'individus parfaitement responsables, qui sont complètement, et on le voit tous les jours, c'est pas le cas, il n'y aurait aucun problème. Alors merci beaucoup Daniel de Paris. Je vous fais réagir rapidement parce qu'il nous reste 5 minutes. Je vous avais entendu Daniel de Paris qui vous a donné un satisfecit, Jean Garrigue, mais est-ce que finalement l'exception ça devient pas la règle? Parce qu'il y a eu l'état d'urgence terroriste, maintenant il y a l'état d'urgence sanitaire. On se demande si un jour la France finira par ne plus être sous un quelconque état d'urgence, pourquoi pas demain un état d'urgence climatique tant qu'on y est? C'est toujours un risque et qui nous incite à la plus grande vigilance. Mais je ne vois pas de raison pour laquelle ceux qui nous gouvernent aujourd'hui voudraient instaurer ou transformer notre démocratie parlementaire et libérale dans un régime liberticide. Il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été commises dans la gestion de cette pandémie, des absurdités, même ça a été souligné tout à l'heure. Mais je veux dire que ce que l'histoire, en tout cas, nous apprend, c'est que lors de ces périodes d'exception, et je le disais au départ, des restrictions drastiques des libertés élémentaires ont pu se produire. C'était le cas sous la Première Guerre mondiale, par exemple. On est revenu et on reviendra à coup sûr au fonctionnement habituel de notre démocratie parlementaire. Que ce fonctionnement habituel soit insuffisamment démocratique ne laisse pas suffisamment s'exprimer le peuple et certains contre-pouvoirs. Ça, c'est une autre affaire et il faut travailler là-dessus. Alors, justement, Michel Boulot, qu'est-ce que vous voulez répondre à Daniel? Parce que l'état d'urgence, ça devient l'état réel, quoi, en fait, l'état commun. Oui, cela étant, il y a des nécessités. Et la sortie se fera sans doute, comme c'est déjà fait, par la pérennisation dans le droit commun de dispositions adoptées sous l'empire des différents états d'urgence. C'est comme ça qu'on va sortir des états d'urgence. On peut l'espérer. Je ne sais pas si on doit l'espérer, parce que ça veut dire qu'un certain nombre de mesures considérées comme coercitives, répressives, etc., vont être intégrées dans le droit commun, et qu'il n'y aura plus besoin de... je voulais dire, on peut espérer qu'on sorte des états d'urgence, c'est ce que je voulais dire. Oui, certes, on sortira des états d'urgence en pérennisant dans l'état de droit commun un certain nombre de conséquences de ce qui a semblé nécessaire pendant les périodes d'état d'urgence. Voilà. Et il y a peut-être en réalité une vraie nécessité. La lutte contre le terrorisme, pour ne plus parler que de la situation sanitaire, a quand même des exigences qui peuvent justifier certaines dispositions, entre guillemets, liberticides.
Le droit est flexible, hein, et elle est d'autant plus au niveau constitutionnel. Quand vous définissez, comme l'a fait le Conseil constitutionnel, un objectif de valeur constitutionnelle de préservation de la santé publique, la proportionnalisation par rapport à un principe aussi absolu n'a plus grand sens. Après, avec un principe aussi absolu, vous avez une espèce d'atout qui peut couper à peu près tout et n'importe quoi. Il faut bien concevoir cela. Et le Conseil constitutionnel, est aujourd'hui considéré comme un juge exerçant une fonction juridictionnelle. Il y a quand même beaucoup à dire sur son mode de fonctionnement, sa composition et sa manière d'examiner les questions qui lui sont soumises. Pierre Gentillet. 2 remarques. Pour répondre à Daniel pour faire aussi. très court. Je vais répondre 2. Alors déjà, effectivement, sur la question de la durée de l'exception et de la situation exceptionnelle. Moi, j'aurais quand même rappelé, je suis juridiquement, je suis plutôt un lecteur de Carl Schmitt, et en l'occurrence, je sais qui définit l'état d'exception et que l'état d'exception révèle le souverain. Celui qui a défini que nous étions dans un état exceptionnel, c'est le pouvoir exécutif, c'est l'État. Celui qui pourra nous dire quand est-ce que nous allons sortir de l'état d'exception, malheureusement, c'est le même qui l'a défini, et c'est l'État. Et malheureusement aussi, l'État n'est pas le garant des libertés, c'est le juge le garant des libertés. L'État, le but de la mission de l'État, c'est pas de préserver nos libertés, c'est de maintenir l'ordre public et la sécurité. Ce n'est pas, entre guillemets, j'avais envie de dire, dans ses gènes à l'État de préserver nos libertés. Alors je sais bien que la première des libertés, c'est la sécurité, mais si on continue comme ça, il n'y a plus qu'une seule des libertés, c'est la sécurité. Donc, moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que cet état exceptionnel, ça fait 2 ans. Est-ce qu'au bout de 2 ans, on ne peut pas considérer, et notamment au regard de la proportionnalité de cette épidémie dont je vais parler en un instant, qu'il est temps de changer de système juridique, qu'il est temps de sortir de cet état exceptionnel, surtout si cette pandémie est amenée à durer 10, 20, 30 ans. Nous n'allons pas vivre 10, 20, 30 ans comme ça. Et enfin, toute dernière chose, ce que vous disiez sur l'objectif, c'est vrai, à valeur constitutionnelle. Les gens le savent pas très bien, mais la Constitution, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important tout en haut de notre hiérarchie des normes juridiques. Et c'est vrai, à l'intérieur de ce bloc constitutionnel, il y a plein de normes qui se bataillent entre elles, il y a des libertés, il y a des objectifs à valeur constitutionnelle, il y a des principes fondamentaux, etc. etc. La question qui est posée et qui est fondamentale, c'est pas seulement de savoir si l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé est un objectif qui est un objectif au-dessus de toutes les libertés, parce que déjà, moi, je ne le crois pas. C'est de savoir si cette épidémie en tant que telle, qui rejoint le principe de préservation de la santé, si cette épidémie est suffisamment dangereuse, suffisamment létale, suffisamment importante pour que nous privions autant de liberté des citoyens. C'est comme ça que s'apprécie la proportionnalité. C'est pas uniquement, je pense, le principe, c'est la réalité de l'épidémie qui n'est pas la peste noire. Merci messieurs, mais c'est pas terminé. On va vous garder parce qu'on va faire durer un tout petit peu plus le débat, mais il faut bien vivre. Donc on doit faire une courte pause. Restez avec nous, il si est on 9h. n'a pas la redevance. Ici, mon cher Pierre Gentillet, ça vous fait rire, mais on n'a pas la redevance audiovisuelle. Je l'apprends avec vous. On revient dans un court instant, il est 9h35 sur Sud Radio, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Marie-Line Hérault. 9h37 sur Sud Radio. On continue les grands débats du matin avec cette question. Y a-t-il encore un contre-pouvoir en France? Je vous rappelle nos invités. Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire. Michel Boulot, magistrat administratif honoraire. Et Pierre Gentillet, avocat. Rebonjour messieurs. Alors je voudrais vous faire réagir rapidement pour conclure le débat parce qu'il était passionnant. On a eu beaucoup d'appels. On n'a pas pu prendre tout le monde. Je vous demandais à réagir en 1 minute 30 chacun sur les autres contre-pouvoirs, les syndicats, les médias, les associations. Là, il y a une pétition qui est partie sur Internet contre le pass vaccinal qui approchait le million de signatures quand on est rentré en studio. Jean Garrigue, où sont les autres contre-pouvoirs, syndicats, médias, associations, etc. En 1 minute. Il est certain que, notamment en ce qui concerne le contre-pouvoir syndical, on sait très bien ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années, cette désaffection pour les syndicats qui touche d'ailleurs la plupart des pouvoirs, y compris le quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique, qui est un réel contre-pouvoir aujourd'hui. On sait bien qu'un certain nombre de groupes, que je connais bien d'ailleurs, aujourd'hui, militent ouvertement contre la politique du gouvernement. Ça fait partie de la démocratie, je trouve ça tout à fait bien et souhaitable. En revanche, ce qui est dommage, effectivement, c'est que le contre-pouvoir syndical associatif, ces contre-pouvoirs qui faisaient l'interface entre les pouvoirs institutionnels et les citoyens, ne soient pas suffisamment aujourd'hui reconnus, actifs et, je dirais, attractifs
pour les citoyens. Comme il y a les lanceurs d'alerte. Un écosystème démocratique à reconstruire dans ce pays, c'est une certitude. Michel Boulot, pareil, en 1 minute 30, et Pierre-Jean Tillet, pareil, syndicats, médias, associations, ils sont où? Un mot sur le contre-pouvoir que pourraient constituer les associations ou le système associatif. J'avoue que moi, j'ai quand même quelques réticences. Autant on peut regretter qu'aient disparu des syndicats de masse ayant des adhérents qui leur donnaient la force d'intervenir. Autant on doit constater aujourd'hui qu'on a une grosse capacité de nuisance d'associations qui ont peu d'appui militant et qui interviennent en s'articulant avec les juges. Ce qui risque de présenter d'ailleurs un danger, ne serait-ce que pour la liberté d'expression. Je pense à la latitude qui leur a été donnée en matière de presse, par exemple, aux associations agissant, se substituant en quelque sorte au parquet pour agir. On voit aussi ce que peut faire une association en matière environnementale, avec les meilleures intentions, par une espèce d'action judiciaire dans laquelle elle rencontre un juge accueillant qui lui-même augmente son pouvoir en répondant à cette demande des associations. Donc sur ce contre-pouvoir-là, j'ai quand même, moi, des hésitations. Encore une fois, le vrai contre-pouvoir, c'est le peuple lorsqu'il peut s'exprimer et si son expression peut trouver un prolongement politique. Pierre-Jean Tillet, en 1 minute TTC. Oui, j'aurais tendance à dire que le peuple est plutôt la source de tous les pouvoirs. Est-ce qu'il légitime tous les pouvoirs? Mais bon, moi je pense qu'effectivement, dans tous les pouvoirs que vous avez cités, enfin tous les contre-pouvoirs, pardon, celui qui est le plus intéressant, c'est la presse, c'est les médias. Et je suis tout à fait d'accord. On a l'habitude de dire, c'est le 4e pouvoir, peut-être même que c'est le 2e ou le 1er, je ne sais pas. En tous les cas, si on assume, si on va jusqu'au bout, si on dit que la presse est un pouvoir, et en particulier la presse d'État, je pense à France Télévisions, France Info, France Inter, Radio France, à ce moment-là, si on pousse la logique jusqu'au bout, pourquoi est-ce qu'on ne va pas légitimer ces pouvoirs en décidant qu'on les légitime par un principe électoral? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas élire, c'est une idée, pourquoi est-ce qu'on ne va pas élire un collège de citoyens qui après vont désigner les différents patrons de radio, et tout ça évidemment se fait en fonction d'une certaine colorisation politique, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a quand même quelques radios du service public, quelques télévisions qui sont politiquement très très orientées, parfois très 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 en décalage avec la majorité du pays. Donc oui, la presse est un 4e pouvoir, oui les médias sont un 4e pouvoir, mais à ce moment-là il faut le légitimiser et l'institutionnaliser. Merci à vous Pierre-Jean Tillet, avocat, Michel Boulot, magistrat administratif honoraire, ancien président honoraire du corps des magistrats, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire. Verdict sur Twitter, vous êtes 95,2% à dire non, il n'y a plus de contre-pouvoir en France. Et merci aussi à Jean-Paul de Draguignan et Daniel de Paris qui ont témoigné sur notre antenne, et merci pour toutes vos interventions.